Salut mes petits tourteaux, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous présenter la Gizmondo. Alors, comme par hasard, c'est la loi des séries. On est plusieurs chaînes YouTube en ce moment à parler de la Gizmondo. Fait du hasard, franchement. C'est pas parce que j'ai vu le Culture JV faire un sujet sur la Gizmondo que je me suis dit, tiens, moi aussi j'en ai une, je vais faire un sujet sur la Gizmondo. Effectivement, j'en avais déjà une. Ça fait longtemps que je voulais faire un sujet, j'étais déjà prêt. Et quand ils ont commencé à sortir leur sujet, j'ai dit merde, et du coup, moi, il va falloir que j'attende qu'ils finissent. Et comme ils ont fait déjà 4-5 émissions, d'ailleurs elles sont superbes, Culture JV la chaîne, vraiment il n'y a pas beaucoup d'abonnés, je ne comprends pas. Eux ils font des émissions de télé, c'est des ouf les mecs, ils sont trop forts. Quand je les ai vus faire ça, du coup je me dis bah mince, il va falloir que j'attende avant que je fasse la mienne. Puis je me suis dit mince, tant pis, après tout, je vais faire ma vidéo aussi, moi vous savez c'est beaucoup plus freestyle. Donc on va commencer quand même par expliquer comment est née la Gizmondo, parce que c'est vraiment une histoire rocambolesque. Ça commence en 2001, c'est Eagle Eye Open Distribution, une société domiciliée donc, en Angleterre, qui est spécialisée, soi-disant spécialisée dans les GPS. Mais GPS, on va dire plutôt dans les boîtiers de géolocalisation dévolus aux compagnies de taxi. Donc ça, c'est ce qu'ils sont soi-disant censés vendre. Parce qu'en fait, à la tête de cette société, il y a deux escrocs. Donc je sais plus, Carl Freer et Stefan Eriksson, des Suédois. Donc ces deux escrocs ont déjà un bon pédigré au niveau judiciaire. À savoir qu'il y en a un, il a braqué des banques et l'autre, il faisait du recel de voitures de luxe du côté de la principauté. Donc, ils n'étaient pas en reste. Ils se sont dit, on va continuer à magouiller, à la mettre à l'envers à tout le monde. Et donc, on va créer cette société. On va spéculer artificiellement et faire grimper la cote en bourse de cette société. Donc, ils ont fait croire qu'ils avaient vendu je ne sais pas combien de boîtiers à plein de compagnies de taxi, tout ça. Et si bien que la cote en bourse, elle a grimpé. La société Eagle Eye Open Distribution a commencé à valoir 1 million de dollars. Si bien qu'il y a d'autres sociétés, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est cette société qui a l'air intéressante? Pourquoi on mettrait le grappin dessus? Alors il se trouve que c'est ce qui s'est passé en 2003. Et il y a de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis une société de décoration. Donc ça c'est merci Culture JV parce que ça je ne le savais pas. Donc a racheté la boîte des escrocs. Donc la boîte c'est Flore Déco, domicilié en Floride, qui a racheté Eagle Eye Open Distribution et a accouché une société qui s'appelle Tiger Telematics. Donc Tiger Telematics, c'est ceux qui ont créé la Gizmondo. À la tête de Tiger Telematics, il y a eu les fameux deux escrocs qui sont devenus les PDG de la société. Alors que Carl Freer et Stefan Eriksson continuaient donc à piquer du pognon chez des investisseurs naïfs et acheter des voitures de luxe au gré de leur pulsion. Donc chez Tiger Telematics, il y avait des gens qui bossaient, donc ils sont repartis de l'idée de départ, donc le boîtier de géolocalisation, mais plutôt que de le vendre à des sociétés de taxi, ils se sont dit pourquoi pas en faire un gadget pour les enfants, que ça permettrait aux parents de géolocaliser leurs enfants et en cas d'alerte, d'envoyer un SMS, ce genre de choses. Voilà. Donc ils sont partis de ce principe-là, à émerger ensuite d'autres idées, des boîtiers multimédia comme un peu un iPod, etc. Et donc à la fin, a émergé l'idée d'une console de jeu multifonction. Voilà. Et au début, elle s'appelait la Game Track. Donc voilà l'idée de base, la Game Track. Par contre, c'est clair, elle ne sort pas en 2003. Oh là 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 là. On n'est pas au bout de nos peines. Elle sort seulement 2 ans plus tard, donc en printemps 2005. Et il s'en est passé des trucs, il s'en est passé. Par exemple, nos deux protagonistes, là, c'est les rois de la tchatch.
ils arrivent déjà à établir un partenariat avec l'écurie Jordan pour la saison 2003 et la saison 2004. C'est estampillé GameTrack sur les bagnoles. Sauf que au printemps 2004, le contrat de sponsoring, il est caduc. En fait, Jordan, ils en ont marre parce que les autres, ils payent pas, si bien qu'ils portent plainte et ils ont gain de cause. Par contre, les autres, ils arrivent à faire croire que comme la GameTrack, elle va cartonner, ils vont leur donner des actions. Donc, ils leur donnent à hauteur de 3 millions d'actions par rapport au potentiel de ce que pouvait devenir donc la GameTrack, la future Gizmondo. Sauf qu'en fait, peu de temps après, la boîte, elle fait faillite. Donc, du coup, ils leur ont mis dans le fion. Clairement, Gizmondo, Tiger Electronic, l'ont mis dans le fion à Jordan. Voilà. Donc déjà, ils ont commencé comme ça. Il faut savoir que du coup, comme le contrat de sponsoring il est caduc, ils changent le nom de la console. Vraiment, du coup, les journalistes, ils n'ont plus de repères. Ils se disent, bon, il y a la GameTrack qui devait sortir, mais sinon, c'est la Gizmondo. Ça fait pas propre, c'est le bordel, franchement. Arrive le 3 en 2004, ils arrivent à faire venir des stars, des meufs en string et tout le bordel, j'exagère, en petit mini-jupe et tout, pour faire vraiment un stand de ouf, là, vraiment un truc tonitruant. Bon, par contre, franchement, c'est de la poudre aux yeux, il y a des stars et tout, mais bon, la Gizmondo, on n'en voit pas 36 sur le stand Gizmondo, il doit y en avoir une ou deux qui se baladent, et puis surtout, il y a les babes, quoi, qui montrent leurs gros boobs. Concrètement, il n'y a pas grand-chose. En plus, qu'est-ce qui se passe? À l'E3, qu'est-ce qui se passe? Il y a Sony qui pointe le bout de son nez avec sa PSP, et là, Gizmondo, Tiger et les télématiques, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, merde, oh, il y a un chipset graphique dans la PSP, on n'arrivera pas à rivaliser. Ils arrivent à établir un partenariat avec Nvidia en septembre. Truc de ouf. Les mecs, quand même, ils ont des casseroles au cul. Ils arrivent à établir un partenariat avec Nvidia. Peur de rien, Nvidia, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur font un GPU dédié qui s'appelle le GeForce. Ils annoncent la sortie de la console alors qu'ils viennent de changer le chipset, qu'il faut tout réécrire les jeux, tout refaire. Ils annoncent la sortie de la console en octobre. Qu'est-ce qui se passe en octobre? En fait, tous les distributeurs qui avaient établi les partenariats, ils n'ont rien du tout. Mais malgré ça, les PDG, ils ne se démontent pas. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent non mais attendez, on a annoncé la sortie d'usine de la Gizmondo en octobre là, mais sinon non, elle n'est pas prête, elle va sortir plus tard. Ils ont vraiment pris tout le monde pour des cons, mais ils ne redoutent de rien. Et en plus de ça, malgré leurs conneries, ils arrivent toujours à lever toujours plus de fonds, si bien qu'en 2005, ils ont réussi à avoir des fonds continus à hauteur de 71 millions de dollars. Ils ont réussi à mettre 24 millions d'actions sur ces 71 millions de dollars, si bien que, donc, avec les émissions d'actions, ils arrivent à récolter 200 millions de plus. Donc au final, bon, il a bien fallu refaire tous les jeux de la Gizmondo avec le chipset Nvidia, si bien qu'il y a eu un petit délai de retard par rapport à la sortie officielle. Elle sort officiellement au mois de mars 2005. Tranquille mille. Qu'est-ce qu'ils font les mecs de chez Gizmondo? Je vous le donne en mille. Ils achètent, genre Apple Store, ils achètent une boutique de dingue en plein Londres, quartier chicos. Et le jour de la sortie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir Sting, Danny Milog, tout le bordel, Megateuf encore, Pharrell Williams, tout ce que tu veux, pour annoncer vraiment que c'est un putain de produit de ouf et que ça va tout déchirer, ça va supplanter Sony et Nintendo et compagnie. Et en fait, on en est là. Donc la Gizmodo, ce coup-ci, elle sort. Mais par contre, au bout d'un moment, la presse spécialisée commence vraiment à se poser des questions, à se faire du souci. D'autant plus que les affaires historiques des deux PDG, à savoir le braquage, plus le recel de bagnoles de luxe et tout le bazar, ça ressurgit. Donc du coup, la confiance progressivement quand même des investisseurs, des distributeurs et surtout des sociétés de développement font que vraiment maintenant tout d'un coup, tout le monde retire leur billes. Bon, la confiance est pétée, certes. Donc il y a quelques ventes en Angleterre, ça et là. Il n'y a même pas de distribution en France, ils n'y arrivent pas. Donc du coup, si vous vouliez vous procurer à l'époque une Gizmodo, il fallait passer par les imports depuis l'Angleterre. Et il y a vraiment une sortie aux États-Unis, mais vraiment dans l'anonymat le plus total. Malgré ça, les mecs, ils arrivent de nouveau à faire un E3, alors qu'ils avaient déjà pas payé leur place de l'E3 2004. Ils refont un nouveau E3, donc 2005, avec des meufs encore plus voilà, avec des poitrines encore plus opulentes, avec des jupes encore plus raccourcies, truc de ouf. Ils arrivent encore à inviter pléthore de stars et tout pour vraiment mettre en avant la Gizmondo. Mais voilà, de toute façon, il n'y a rien à faire. Les éditeurs, ils se barrent, la confiance est pétée, ça marche pas. Donc nos deux protagonistes, là, les deux tarés, là, continuent à tout dépenser jusqu'à la faillite en janvier 2006. Voilà. Et c'est vraiment regrettable parce que cette console avait plein d'atouts, notamment le GPU Nvidia. Bon, certes, il y avait un design discutable, on va y revenir. On va faire un unboxing comme si on l'avait acheté en 2005.
Donc avant l'unboxing, je vous ai omis quelques anecdotes, notamment une. Ils se sont carrément financés un 24 heures du Mans avec une voiture de dingue. Ils n'ont même pas réussi à finir, je crois. Ils ont arrêté sur un incident technique. Enfin, il y a diverses versions. Il y en a, ils disent ont fini, il y en a, ils disent ont pas fini. Bref, peu importe. Et sinon, il y a aussi une autre anecdote assez sympatoche. Je crois que c'est à l'E3. Notamment pour mettre en avant une sortie d'un jeu, le fameux jeu Colors, qui était un GTA-like. Ils ont carrément construit en grandeur nature une rue du jeu avec des bagnoles qui se baladent et tout, carrément à proximité du salon de l'E3. Donc ils avaient la folie des grandeurs, c'est clair et net. Voilà. Et maintenant on va déballer tout ça. Donc le fourreau avec la console. Bon, fourreau simple, efficace, attention. Et voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Donc franchement la boîte se présente très bien, il n'y a rien à dire. Là c'est un peu le fouillis, hein, comme j'ai déjà utilisé. Donc il y avait un câble, donc ça c'était pour faire la synchronisation via USB des différents contacts, des photos, des images que vous vouliez transférer sur votre Gizmodo et vice versa. Parce que comme vous pouviez prendre des photos avec la Gizmodo, vous pouvez retransférer les photos sur votre ordinateur. Ensuite, donc, ça c'est l'alimentation, en sachant que le câble USB ne savait pas alimenter la Gizmodo. Donc ça, c'est le câble d'alimentation. Donc à la norme anglaise évidemment, parce qu'il n'y en est pas sorti en France. Donc j'ai un adaptateur, un kit main libre, donc les oreillettes, une Dragon et la batterie qui devait être de 1400 mAh je crois, mais à l'époque c'était déjà pas si mal. Elle est où la Gizmodo? Elle arrive. Là il y avait le fameux CD pour installer le driver de la Gizmodo et la Gizmodo. Là voilà. Il faut reconnaître que son écrin, espèce de mousse là, est tout à fait sympathique. Voilà. Donc voilà le sésame. Apprécié. Donc maintenant on va s'intéresser aux choses sérieuses. On va faire le tour de la console. Elle a une drôle de tête, faut pas se cacher, elle a une drôle de tête. Quand les premiers designs de la console sont sortis, il y en a beaucoup qui sont foutus de sa gueule. C'est au détriment des specs techniques qu'elle embarque. Mais bon, faut pas se cacher, elle a une drôle de tête. Donc on va commencer déjà par mettre la batterie. Parce que sinon on va être un petit peu dans la merde. Donc j'ouvre le cache batterie, j'en profite pour vous dire que là il y avait l'emplacement de la SIM. Et évidemment la Gizmodo ne déroge pas la règle. Pour qu'elle fonctionne, il fallait mettre la carte SIM. Ce qui était le cas aussi de la N-Gage et même des premiers iPhones. À l'époque, de toute façon, tout ce qui embarquait un GSM, il fallait mettre la carte SIM pour pouvoir le démarrer. Donc voilà, qu'est-ce que je fous? Je fous à l'envers. Et voilà. Donc au dos également il y avait l'appareil photo. Donc là l'appareil photo est un appareil photo VGA, donc de 0,3 millions de pixels. Ce qui à l'époque était tout à fait normal. Les premiers téléphones, c'était pas encore les smartphones qui embarquaient un appareil photo, avaient à peu près cette résolution là. Donc le fameux VGA. Et on revient sur la face avant, où là, ce qui choque effectivement, et tout de suite là où les gens se sont moqués assez largement, c'est les 5 boutons côte à côte là, qui vraiment sont trop collés les uns aux autres. Et vraiment c'est très discutable, notamment surtout concernant, rappelez-vous, le fameux bouton alerte, qui était censé donc alerter les parents. Si l'enfant se perd, il pouvait appuyer sur ce bouton là, et par le biais de la géolocalisation embarquée, les parents pouvaient être alertés par SMS éventuellement. Et voilà, votre fils est en danger, et le bouton alerte il est là, et le bouton éteindre il est là. Vous voyez un peu c'est un peu Showtime. Vraiment, c'est niveau conception, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Par ailleurs, il y a un autre truc un peu con. Moi franchement, je trouve que c'est pas si rédhibitoire que ça. C'est les boutons L et R. Je trouve qu'avec le recul, franchement, on aurait pu être un peu plus intelligent, surtout pour les deux boutons là, parce que franchement, ils sont très accessibles. Bon, à part ces 5 boutons et ces 2 boutons LR plus ou moins discutables, franchement, le reste ça va, le pad y répond super bien. Les boutons d'action aussi, qui sont aussi les boutons de multimédia pour la visualisation des films. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser au-dessous pour voir que là, donc il y a l'emplacement pour brancher l'alimentation, ici pour brancher le câble USB pour communiquer avec l'ordinateur, ici la prise jack, et là donc c'est une carte de 1 giga. Oui, c'est une carte de 1 giga. Et vous allez voir qu'on peut mettre quasiment le full set
sur une carte d'1 Go. Il faudra au préalable la jailbreak. Je ne sais pas si on peut dire jailbreak pour ce genre d'équipement. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre concernant les specs détaillés? Donc, concernant le pros, c'est un Samsung ARM9 et pas A9, ARM9 de 400 MHz. Le fameux GPU Nvidia GeForce 4500 3D, c'est ça son vrai petit nom. Une RAM de 128 Go, une ROM de 64 Go. Et c'est là où le bas blesse, vous allez voir aussi, je reviens sur ce point. Concernant la ROM, qu'est-ce qui va se passer? Les jeux sont obligés de tourner dans la ROM. Donc vous avez beau avoir une cartouche tierce, le problème c'est qu'il va embarquer un morceau dans la ROM. Comme il n'y a que 64 mégas, ça va être le bordel. Si bien que les jeux à grosse maille, ils font 50 mégas grand max. Et ça, c'est super regrettable. C'est encore une erreur de conception qui lui a joué des tours, mais bon. Ensuite, concernant l'écran, donc c'est un écran d'une taille de 2,8 pouces, résolution de 240 x 320, 65 000 couleurs. Donc c'est mieux que la Nintendo DS, un peu moins bien que la PSP pour l'époque. Par contre, au niveau graphique, vous allez voir, ça se rapproche plus de la PSP. Franchement, c'est pas aussi bien, mais en même temps, comme le GPU n'a jamais eu le temps d'être exploité, on ne pourra jamais savoir si elle était mieux ou pas que la PSP. Alors enfin, donc concernant l'autonomie, il y a une autonomie de 3 heures. Sinon, en termes de connectivité, il y avait le Bluetooth. Donc, mais aussi, avec la SIM, il y avait le GPRS, donc, qui permettait d'envoyer des SMS et des MMS. Il paraît qu'on peut encore envoyer des SMS, mais on ne peut plus envoyer de MMS. Et sinon, encore d'autres fonctionnalités. Il y avait la géolocalisation GPS, qui quand même était une première pour l'époque. Et il y avait l'appareil photo numérique de 0,3 mégapixels. Et c'est là où vraiment toute la promotion à l'époque s'était faite sur le côté multimédia, tout en un, all-in-one, tout ce que tu veux, elle savait tout faire. Mais voilà, tout son potentiel n'a pas été exploité, loin de là, que ce soit en termes de tout ce qu'elle proposait au niveau de ses fonctionnalités, mais aussi au niveau des jeux. On va voir ça tout de suite.